Tina? I hate you! I wish you were dead! John! I wish you were dead! Oh, Daddy, no! They're here. Bonjour et bienvenue au podcast Premier Vision. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. We have such sights to show you. They're coming to get you, Barbara. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complet. Bonne écoute. Bienvenue à Crystal Lake. Aujourd'hui, nous parlons de Vendredi 13-7, un nouveau défi, sorti en 1987 et réalisé par John Carl Buechler, avec Lar Park Lincoln, Kevin Blair, Susan Blue, Terry Kaiser et Kane Hodder. Je suis Mathieu et je pense que je vais changer mon nom pour Visionator, le régneur des podcasts. Je sais pas que vous en pensez. En tout cas, je pense que ça arrivera pas, mais en tout cas. Alors, bienvenue dans cette rétrospective là, des slashers Freddy et Jason Voorhees. Rétrospective que j'ai commencé il y a plusieurs mois, voire quasiment un an, là, rendu aujourd'hui. Dans le fond, on couvre pas mal tous les films les séries là, de Les Grippes de la Nuit puis de Vendredi 13. On est rendu au 10e épisode, le 7e des Vendredi 13, puis entremêlé de ça, ben, on a fait les 3 premiers de la série des Grippes de la Nuit. Si vous êtes nouveau au podcast, ben, rendez-vous sur premiervisionnement.com, vous allez pouvoir tout trouver les premiers épisodes que j'ai fait dans cette rétrospective-là. Puis en même temps, ben, vous allez pouvoir voir aussi qu'est-ce que le podcast aussi, qu'est-ce que j'ai couvert avec. Il y a des épisodes aussi que j'ai couvert avec mon ami Christophe Lassens du podcast Fantastica et du podcast Programme Double. On a parlé là, des franchises là, de Superman puis de Batman, puis aussi, ben, on a parlé aussi de des films comme Godzilla, puis plusieurs itérations de Godzilla et de King Kong qui vont éventuellement mener dans les prochaines semaines, si Dieu le veut, à quelque part, mais en tout cas, c'est supposé être ça, au film de King Kong versus Godzilla, qu'on va couvrir les derniers morceaux là, dans les prochaines semaines. Puis en même temps, ben, il y a d'autres franchises qui ont été couvertes au travers du temps. Ben, il y a des franchises comme les Terminator, les Transformers, les Star Wars, puis les X-Men, puis d'autres films d'horreur comme la franchise des Halloween et même la franchise de Décadence qui devrait éventuellement avoir un nouvel épisode qui va sortir là, prochainement. Pour la franchise des Vendredi 13, ben, on est rendu en 1988. On a le personnage ou la série là, avec Freddy Krueger qui commence à avoir vraiment donné là, un coup là, de popularité avec le 3e film. Il est comme au sommet de sa forme. Jason, il est plus dans sa voie sortante. Je veux dire, dans le fond, il commence à faire de moins en moins d'argent à chaque film qui sort. C'est même le film d'aujourd'hui, puis le film de la dernière fois, là, le Vendredi 13-6, a fait respectivement à peu près 20 millions sur une échelle planétaire. C'est sûr qu'on se dit, bon, c'est juste 20 millions, mais les films coûtent à peu près genre 1,5 million à 2 millions à produire, quelque chose en même. Fait que, tu sais, point de vue profit, c'est vraiment rentable là, pour la Paramount de sortir ces films-là. Ils sont pas très très fiers de ces films-là, mais à quelque part, ça rapporte grandement là, pour le peu d'investissement qu'ils ont à mettre dedans. Fait que quelque part, ils veulent ressortir autant que possible, puis pouvoir siphonner le plus d'argent qu'ils peuvent avoir avec le peu que ça leur coûte. Depuis le dernier film, ben, on avait aussi une série télé là, qui s'appelait Vendredi 13, qui était par les mêmes producteurs qui faisaient la série Vendredi 13, mais à quelque part, on n'a jamais apporté le personnage de Jason Voorhees ou de sa mère Pamela. On a fait toutes des histoires anthologiques là, qui faisaient comme une histoire d'horreur à chaque semaine. Personnellement, je veux dire, j'ai écouté ça vraiment quand ça l'a passé à la télé dans le temps. J'ai écouté quelques épisodes, mais ça m'a jamais vraiment accroché ou je suis peut-être juste trop jeune.
jeune, puis ça passait peut-être trop tard la nuit, que quelque part, le temps où ce que j'ai pu essayer là, de voir l'écouter, ben, c'était hors. Ça passait plus, quelque part, puis finalement, ben, j'ai jamais pensé retourner puis essayer d'avoir de l'intérêt. C'est une série que, par la suite, a quand même été bien respectée, puis que il semblait avoir des bons épisodes. C'est juste que le problème, c'est que ils ont un peu été gourmands, puis ils ont essayé de changer les heures aussi, puis essayer de placer ça à des heures où les gens, les codes d'écoute étaient meilleurs. Le problème, c'est qu'on a un show qui s'appelle Vendredi 13, puis on était rendu quasiment à l'heure du souper où il y a des enfants qui peuvent écouter ça, puis c'est peut-être pas vraiment pour ce type d'âge-là. Fait que en bout de ligne, ça a fait que le show a chuté carrément dans ses codes d'écoute, puis qu'ils ont dû retirer le show des airs, ou des ondes, là, plutôt. Mais on va quand même retenir le compositeur de cette série télé-là, Fred Mullen. C'est lui qui va comme succéder à Harry Manfredini, que lui, il avait fait les 6 précédents films, là, du point de vue musical. On va avoir Harry Manfredini qui va être crédité pour la musique aussi dans le film d'aujourd'hui, mais il faut comprendre quand même que oui, il y a de la musique d'Harry Manfredini, mais c'est vraiment toutes des pièces qui ont été recyclées là, des 6 premiers films. Fait que le seule composition originale qu'on a aujourd'hui, c'est Fred Mullen qui va avoir rajouté là, quelques thèmes. On va en parler tantôt pendant que je vais couvrir le scénario là, de ce que je pense un peu en gros. Là. Mais c'est ça, le but là-dedans, c'est que on a remplacé Harry Manfredini. On a choisi le réalisateur John Carl Buechler, que lui avait déjà réalisé 2 films quelques années avant. Il avait fait le film Troll 2 et le film Dungeon Master. Que dans le fond, c'est pas vraiment pour ça qu'on l'a pris. On l'a pris plus parce que aussi, oui, il savait réaliser, mais en même temps, c'est plus un gars qui faisait plus les effets spéciaux, plus qui avait travaillé sur des films comme un réanimateur, il avait travaillé sur d'autres films là, comme From Beyond, et même venait de travailler sur Halloween 4, puis il va aussi il va refaire d'autres Halloween aussi, puis il va être, tu sais, dans le fond, il va avoir quand même une bonne carrière là, dans le côté là, effets spéciaux. Fait que en même temps, ça va redonner comme un peu un nouveau souffle en fait de fraîcheur, un peu de look. Ben, c'est un peu l'intention qu'on voulait avoir, mais à quelque part, ben, tu sais, si on pense quand même aux 4 premiers films, ben, tu sais, je veux dire, avec Tom Savini, tout ça, ben, tu sais, c'est un peu dans la même moule. Fait qu'on a quand même quelqu'un à la barre qui veut faire des effets spéciaux puis faire beaucoup d'effets visuels. Le problème qu'on a aussi, c'est avec les censures quand on apporte le film là, pour avoir une telle cote. Ben, comme tous les autres Vendredi 13 avant, ben, ils ont été beaucoup coupés. Sur le Blu-ray, on peut voir quand même quelques scènes là, qui ont été comme ramenées un peu, là, mais ils sont en version VHS, tout quasiment qui marche plus bien, là, mais en tout cas, on peut voir quand même là, certains effets qu'ils ont voulu avoir, là, mais que dans le produit fini, ben on n'a pas ces scènes-là. Puis ça va avoir fait quand même beaucoup mal au film, que dans le fond, on a une vision, puis elle est vraiment tronquée, rendue là. Mais dans l'apprentissage de John Carl Buechler, il venait de travailler sur un film aussi qui s'appelle Ghost Town, puis que, comme par hasard, ben, on avait Monsieur Kane Hodder qui était le coordinateur là, des cascades, puis que dans le fond il avait montré quand même que lui il était capable de quand même de s'impliquer, puis même tu sais il y avait une scène où il y a un genre de zombie ou quelqu'un qui revient par les morts, quelque chose de même, puis qu'il devait comme juste sortir de la terre, ou je sais pas trop exactement quoi, j'ai pas vu le film, mais que Monsieur Hodder est arrivé puis il a dit ben regarde, moi je suis prêt à me mettre des verres dans la bouche même, pour vous paraître mieux, puis pour que dans le fond l'effet soit encore plus réussi. Fait que toutes des affaires de même qui a fait que John Carl Buechler il a dit bon ben regarde, il y a quand même un bon dévouement au rôle. C'est pas tout le temps plaisant, on s'entend qu'avoir des verres dans la bouche c'est pas quelque chose qui est plus plaisant au monde, que en tout cas j'ai jamais essayé, mais en tout cas peut-être que les Klingons eux autres dans Star Trek aiment ça, mais moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse ben.
Mais c'est ça, John Carl Baker, lui arrive puis qui dit que lui a un bon dévouement. Fait que quelque part, je pense que c'est une bonne personne là, pour mettre dans le rôle de Jason Voorhees. C.J. Graham, qui avait fait Jason dans le 6e film, était quand même partant pour pour revenir pour le rôle. Ça aurait été dans le fond le premier acteur qui aurait fait Jason Voorhees plus que 2 fois. Plus qu'une fois, dans le fond, ça aurait été comme sa 2e fois. Fait que lui était quand même prêt à revenir, mais c'est ça, on a Kane qui a pris la place de Jason pour le film d'aujourd'hui. Mais en bout de ligne, c'est ça, Kane Hodder, il va revenir dans les 3 films qui vont suivre dans cette franchise-là. En frais d'idées pour le film, on commençait à avoir un intérêt. Je fais une rétrospective là, qui met Jason et Freddy un contre l'autre. Dans cette époque-là, dans ces années-là, veut pas. Même aujourd'hui, on fait quand même tout le temps un petit peu la même chose. Des fois, on compare un film avec un autre. C'était quand même la même chose aussi là, dans le même temps. Mais c'est ça, on avait Freddy qui gagnait en popularité, puis Jason qui était comme l'ancien roi des slashers du temps. Fait que quand même, on pouvait tout le temps spéculer puis se dire ça serait le fun qu'il y ait un match un contre l'autre. Mais fait que en jouant avec un peu ces idées-là, puisqu'on n'avait pas les droits pour faire apparaître Freddy dans un film de Vendredi 13, on s'est dit à quelque part, on va faire un genre d'idée similaire. Au lieu de mettre Freddy, on va mettre Carrie. C'est sûr que là, on n'a pas les droits à Carrie, puis on veut pas amener directement Carrie. On va faire un clone, puis juste à garder un peu l'idée là, de la télékinésie. Mais dans le fond, ça va faire quelque chose propre à Vendredi 13, mais quelque chose aussi juste pour garder un peu un côté mythique, puis qu'on peut rajouter quand même là, un peu de fantaisie, puis au pire, quelqu'un qui peut combattre Jason quand même un peu au même niveau. Mais en même temps, on paye pas de royauté au personnage là, de Carrie. En même temps, j'en profite pour parler aussi de Carrie. Je ne l'ai pas couvert pour premier visionnement, mais si vous voulez m'entendre, moi et Christophe, parler de Carrie, sur Fantastica, on a une chronique là, qui va sortir sous peu ou qui est déjà sortie, là, peut-être le temps que vous écoutez. On couvre les 2 Carrie, là, le Carrie de 78 ou 76 versus sa version là, de 2013, là, en tout cas plus ou moins. Ça fait quand même un petit temps que je l'ai couvert, mais en tout cas, on parle de les deux là, dans la chronique que j'ai avec Christophe sur son podcast. Fait que des fois, c'est quelque chose qui pour vous intéresser à savoir, c'est rendez-vous sur le site de Fantastico et de trouver l'épisode où ce qu'on parle de ce versus-là. Mais en revenant à Vendredi 13-7, on va quand même essayer de garder les bases de la série, mais c'est ça, on va embarquer cet élément-là qui est plus fantastique. Bien sûr, on va ramener aussi l'élément là, des jeunes ados ou jeunes adultes qui se pointent à un lac pour avoir du fun, puis finalement, ils se font tuer un à un pour aucune raison. Et on va rajouter une genre de thématique. Est-ce que c'est vraiment bon de ce côté-là ou pas? On va rajouter quand même le côté là, du personnage de Tina, qu'il y a quand même du remords là, pour la mort de son père parce qu'elle l'a causé tout ça. Ça, je peux comprendre à quelque part, mais on va essayer de quand même placer le côté héroïque d'un père qui est batteur de femmes puis alcoolique. Je sais pas si on veut passer le bon message là-dedans, mais en tout cas, c'est quand même un message qu'on va essayer de passer dans tout le film. Alors, le film, il commence avec une récapitulation des 6 derniers films. On voit comme toute l'histoire. Là, c'est un peu plus centré sur le dernier film, naturellement, comme pour montrer là, où est-ce qu'on est rendu dans l'histoire.
Ce qui retient mon attention là-dedans, c'est que le narrateur qu'on a, c'est Walt Gorney, que lui, il avait fait le personnage de Crazy Ralph dans les 2 premiers films. Ce que je trouve quand même un peu plate dans un certain sens, c'est que c'est le fun d'avoir amené de l'acteur, qu'il fasse comme un caméo, si on veut, mais à quelque part, on n'a vraiment pas l'impression là, que c'est le même acteur. Oui, l'acteur commençait déjà à être vieux, mais à quelque part, je veux dire qu'il a comme vraiment un ton de voix qui n'a pas de l'air du tout à être le même acteur là, que le premier film. Je pense qu'à quelque part, on aurait pu arriver puis même s'arranger quasiment pour montrer Crazy Ralph du premier film. Puis, tu sais, je sais pas, tu as trouvé une manière là, de mixer ça, puis que ça a l'air comme que vraiment qu'on sache que c'est lui qui parle. Je trouve que c'est correct là, de la manière qu'on l'a fait quand on le sait pas, mais quand on le sait, ben je trouve que ça aurait été bien plus fun là, de voir quasiment qu'il a comme fait une extension, là, un extended cut de les choses qu'il disait là, dans le premier film. C'est sûr que cette idée-là ouvre la porte à ce que ça soit juste un peu là, de la parodie quasiment, là, que là, ça ferait qu'il répéterait là, que we're all doomed, puis des affaires de même, là, que il dirait une nouvelle version, mais peut-être qu'il mettrait l'emphase sur toutes les lignes qu'il a déjà dit. Fait que c'est sûr que ça serait une ligne qui serait un petit peu plus... une ligne directrice, je parle, plus qui serait un peu fragile, puis que qui pourrait vraiment tomber là, dans le cliché, puis que ça pourrait mal paraître si vraiment c'est mal fait, mais si ça peut être quand même juste bien écrit, ça pourrait quand même bien sortir. En tout cas, c'est juste ce que j'ai à dire dans le fond là, sur la récapitulation. Là. Fait que après la récapitulation, ben on tombe vraiment là, directement là, dans le film de Vendredi 13/7. Il n'y a pas d'extension, rien du tout. On voit le masque de Jason, puis que finalement, ben, au lieu de comme exploser, là, comme qu'on avait vu là, dans les premiers films, avec la grosse explosion, puis le feu, tout ça, ben, lui, dans le fond, il va craquer en deux. C'est un petit peu un message là, qu'on nous dit que on va voir ça un petit peu plus tard dans le film. Ça rappelle même le poster avec la moitié du visage là, du masque là, de Jason, puis il y a un poignard au milieu, puis qui a la face là, de Tina de l'autre côté, qui a comme des lumières qui sortent de son œil. Ça rappelle un peu cette image-là, ça va avec. Mais juste sur le poster, je trouve juste quand même assez drôle là, de voir un poignard qui, je sais pas, qui ne fit pas vraiment là, avec le film d'aujourd'hui, puis qui ne fit vraiment pas avec le personnage de Jason. Jason a tout le temps tendance à prendre quelque chose de plus exagéré, quelque part, qui devrait être plus un H ou quelque chose de même, mais en tout cas. Ça, c'est parce que j'ai le poster en face de moi, là, sur la pochette là, du nouveau Blu-ray là, qui est sorti l'année passée. Mais en tout cas, c'est quand même étrange là, comme plan. Puis que je pense qu'on aurait pu mettre une machette là, comme qui prend tout le temps, ou une hache ou quelque chose de même. Là, mais en tout cas. Fait que on est présenté aussi là, au même genre de générique qu'on a eu là, depuis le premier film. C'est dans le fond, c'est les noms en blanc sur un fond noir. Puis la musique, déjà là en partant, il y a quelque chose qui marche pas. Tu sais, juste. Le son, juste comme quasiment du piochage quelque part. Je comprends que plus tard, il va y avoir là, des mélodies qui va être quand même assez pas pire aussi. Là. Je veux pas juste dire que c'est... j'aime pas la trame sonore. Je veux aimer qu'est-ce qu'on va peut-être appeler là, à être... le thème de Tina, qui est peut-être un peu le nom là, en tout cas ce thème-là. Mais c'est tout ce qui est le restant, pas mal, là, de la trame sonore aujourd'hui. Honnêtement, là, je suis vraiment déçu. Je pense que Harry Manfredini là, était pas mal supérieur à ce que Fred Mullen va nous montrer aujourd'hui. Puis ça aussi, ça va aller là, dans plusieurs scènes, quelque part. Fred Mullen va faire de la musique quelque part, puis je veux dire, il y a des scènes que tu dis, t'es supposé avoir un tel sentiment, puis on dirait que ça marche vraiment pas avec qu'est-ce qu'on voit à l'écran. Fait que honnêtement, là, je pense que des fois, il est dans le champ. Mais il y a des mélodies qu'il va avoir composées qui va être quand même assez fortes. Mais honnêtement, là, dans la finale, là, quand on regarde le bilan au total, on va avoir quand même ramené Harry Manfredini,
comme j'ai dit plus tôt, là, pour faire. Lui, il sera pas là, mais on va juste avoir pris là, des parties de musique des films précédents. Puis qui va quand même garder un peu le fait qu'on est dans un film de Vendredi 13. Puis les sections que Fred Mullen va avoir juste rajoutées, ben généralement là, c'est vraiment là, assez banal. Puis honnêtement, je pense qu'on aurait dû vraiment s'asseoir avec Harry Manfredini puis essayer là, de composer quelque chose de plus solide là, que qu'est-ce qu'on a pour le film d'aujourd'hui. Puis en même temps, ben voir comment que quand on écoute le documentaire, le Crystal Lake Memories, on voit que le gars, un peu, il se prend peut-être un petit peu aussi pour un autre. C'est peut-être pour ça aussi que d'un côté, je suis un petit peu moins délicat sur Fred Mullen. En même temps, je vois que le gars, tu sais, il a de l'air à se prendre un petit peu trop au sérieux. Alors, il est même possible que John Carl Baker, il a demandé des choses, puis que lui a fait à sa tête, puis qu'il a même peut-être envoyé promener John Carl Baker, puis quelque part, on a qu'est-ce qu'on a. Ça, c'est des possibilités aussi là, qu'on n'aura pas nommées, là, mais en tout cas. Fait que tout ça pour dire qu'on a une trame là, très inférieure à ce que Manfredini nous a déjà donné. Alors, à partir de là, ben, on commence le film proprement. On voit Jason dans le fond du lac. Est-ce que quand Tina a fait son flashback, est-ce que c'est avant que... Ben, tu sais, juste après Vendredi 13-6, puis après ça, il y a peut-être genre 10 ans qui se passent. Puis qu'après ça, ben, on revient. Fait que Jason va avoir été là, dans le lac pendant une dizaine d'années. Où on est quelques années après Vendredi 13-6. C'est ça que je me demande pareil. Même, tu sais, peu importe le plan qu'on nous montre au début. Jason est comme dans le fond du lac, il est pas habillé du tout comme il était là, dans le 6e film. On voit vraiment là, toute la manière qu'il est habillé, là, c'est tout propre, c'est comme tout bleu ou quelque chose de même. Là, ça paraît tout bien propre. Il va y avoir quand même beaucoup une évolution sur toute l'apparence de Jason pendant le film. Puis honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui va frapper beaucoup dans tout le film. Mais il ne faut pas oublier que le réalisateur, c'est quelqu'un qui travaillait sur des effets spéciaux, puis je veux dire, il travaillait sur des costumes, puis toutes sortes d'effets visuels. Fait que faut pas oublier ça, fait que c'est quelqu'un qui va vraiment regarder ça puis essayer là, de tout le temps trouver quelque chose d'intéressant à faire. Fait qu'on va voir la petite Tina qui va entendre ses parents en train de se chicaner parce que dans le fond le père est alcoolique puis il va rentrer à la maison, quelque chose de même, puis qui va commencer à battre Madame Shepherd. On va voir aussi là, il y a un calendrier sur le mur qui est marqué qu'on est le vendredi 13. J'ai toujours trouvé ça comme vraiment quétaine, cliché, j'ai comme trouvé que ça n'a jamais comme eu rapport. Oui, on a un film de Vendredi 13, mais le plan là, pour montrer ça, là, qu'on est le Vendredi 13, là, j'ai toujours trouvé ça pas rapport, puis je trouve que ça manque un petit peu là, je sais pas, c'est comme trop un commentaire cliché facile là, quelque part. Je trouve que ça pas je trouve que ça a comme je peux pas dire que ça n'a pas sa place parce qu'on a un film de Vendredi 13, mais je trouve que c'est bas de gamme comme idée. Fait que la petite Tina, c'est ça, elle embarque dans un canot, puis finalement, le père, il commence à courir après elle, puis il se ramasse sur le quai, puis finalement, on va voir les premières apparitions là, des pouvoirs télékinésiques. Je sais pas trop exactement le mot, mais en tout cas, de Tina, puis les pouvoirs qu'elle a. Finalement, aussi, on a sa mère aussi qui est là aussi, là, que dans le fond, qui panique un peu parce qu'ils sont sur un bateau. Puis c'est ça, que le père va mourir là-dedans. Quand même comme une grosse scène quand même. Tout ce qu'ils ont fait pour monter, là, on voit comme le quai, tout le plan là, que tout bouge alentour du père, tout ça. C'est quand même quelque chose qui est quand même assez visuel. Le film a quand même pas coûté cher, comme j'ai dit, là, environ 2 millions. Puis il y a tous des effets de même à quelque part que tu te dis, hey, c'est quand même assez. Pour faire tout ce taponnage-là, puis que mettre ça là, dans. C'est pas fait à l'ordinateur, là, bien entendu. Puis tout mettre des genres de compresseurs dans l'eau, tout ça. Puis, en tout cas, je trouve ça quand même assez impressionnant là, pour qu'est-ce qu'on a fait. Surtout,
on est dans un film de Vendredi 13 qui est souvent, comme j'ai dit, c'est pas fait avec beaucoup de sous. Mais à quelque part, qu'est-ce qu'on a mis comme argent? On le voit à l'écran, puis c'est quand même le fun. Fait que c'est ça, on se rend compte que dans le fond, c'était comme un rêve, là. En tout cas, c'est quelque chose qui s'est passé. Dans le fond, on voit la Tina du temps présent, puis sa mère. Tina est rendue. Est suivie, dans le fond, par le Dr. Cruz. On peut comprendre aussi qu'elle a été suivie pendant des années, là, étant dans un hôpital psychiatrique, puis qu'elle est comme un peu en réhabilitation. On va voir aussi l'endroit où ils vont arriver. Dans le fond, c'est comme la même place où le début s'est passé, là, mais on est un endroit qui va être sensiblement le même endroit qu'on a eu là, dans Vendredi 13-4. C'est supposé d'être vraiment les mêmes maisons. C'est pas vraiment dit. Il y a une place un peu plus loin là, où ils vont vraiment avoir utilisé la même maison que dans Vendredi 13-4. Mais je sais pas. Quand on le sait, mais est-ce que c'est vraiment supposé être les mêmes places? Je crois peut-être que oui aussi, là, avec le panneau qu'on voit qui dit qu'on est à Crystal Lake. Puis ça, c'est ça aussi. On a aboli Forest Green qui était dans le dernier film qu'on avait rebaptisé. On avait pris Crystal Lake puis on l'avait transformé en Forest Green comme pour oublier tout ce qui s'était passé avec Jason Voorhees puis comme repartir à nouveau. Là, on a décidé là, qu'on continuait plus avec Forest Green. Je trouve ça plate d'un côté, mais je trouve d'un autre côté que comment continuer sur Forest Green, je le sais pas. Là, je veux dire, c'est un détail. Mais ceux-là qui n'ont pas vraiment écouté, qui ont comme sauté là, directement là, de Vendredi 13-3 à Vendredi 13-7, il faut pas oublier que la série est comme un peu à chute libre. Excusez-moi. Puis on va essayer d'aller chercher tout le temps le plus de personnes là, assis là, au cinéma. Fait que à quelque part, on veut faire ça le plus général possible, puis sans trop avoir là, des liens avec les autres films, même si on est quand même le 7e film, on est la suite du 6e film. Mais tu sais, des détails, on veut quand même un peu abolir ça pour être capable de moins compliquer les gens. Tu sais, c'est pas un film là, qu'il faut chercher vraiment là, à compliquer les choses, mais quand même, tu sais, quand on se pose des questions en écoutant un film qu'on n'est pas supposé se poser des questions, tu sais, on peut arriver là puis juste mélanger les gens puis quelque part juste les retourner de bord. Fait que abolir Forest Green, j'ai pas nécessairement bien de problème avec ça. J'aurais quand même peut-être aimé ça quand même d'un côté de le garder pour un côté de continuité, mais l'autre côté, c'est vraiment pas plus grave que ça. Fait que le Dr. Cruz qui suit Tina, on voit quand même là, que c'est quand même un enfoiré, mais on voit que on est comme pas trop sûr exactement quel game qu'il veut jouer avec elle. Il va la forcer dans le fond à utiliser ses pouvoirs. Puis dans le fond, c'est comme juste un peu pour nous placer là, qu'à quelque part, elle n'a pas le contrôle sur ça, mais à la fin, elle va avoir tout pleinement le contrôle. Honnêtement, je trouve que pour le début, qu'elle a vraiment pas le contrôle là-dessus, puis après ça, elle semble être capable de pouvoir s'en servir, mis à part peut-être une place ou deux, que c'est un peu flou là, si mettons elle sait comment s'en servir là, mais elle semble vraiment avoir un contrôle là-dessus. C'est vraiment juste comme pour déclencher là, ses pouvoirs, c'est ça qu'on avait besoin. Mais le Dr. Cruz, c'est ça. Dans le fond, moi, je trouve que l'acteur en bout de ligne, là, il va faire quand même une bonne job là, pour être un enfoiré vraiment là, tout le temps, tout le long. Je veux dire, il n'y a aucun moyen que tu peux vraiment l'aimer, ce personnage-là, mais il est fait pour ça. Puis, dans le fond, on va avoir vraiment là, le payoff plus loin là, quand il va se faire tuer. Puis, on peut voir à quelque part qu'on l'aime pas vraiment tout de suite en partant, puis que quelque part, on va le travailler là, comme pour tout le temps de plus en plus l'haïr. Mais je trouve quand même ça intéressant que, oui, on peut comme un peu voir sa perspective à quelque part, que, lui, dans le fond, il fait ça, je veux dire, on va le voir un peu plus tard, quand Mme Shepard, elle va trouver que vraiment tous les plans, qu'est-ce qu'il y a un peu derrière la tête, que dans le fond, lui, en bout de ligne, veut comme faire quasiment là, l'affaire internet plus, tout ça. Il est vraiment crotté, là, excusez l'expression, mais il essaie
essaie là, de paraître bien pour elle, mais en bout de ligne, il est vraiment tout en train de remonter le dossier pour dire qu'elle devrait être vraiment enfermée, là, puis à double clé, à double tour, puis qu'elle devrait pas, être vraiment dangereuse pour la société. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, bon, ok, elle peut être dangereuse, mais quelque part, tu sais, sa job, c'est de peut-être l'aider, tu sais, c'est vraiment un beau salaud, quelque part. Mais l'autre côté, c'est peut-être un peu le complexe de Superman et Batman, quelque part, tu sais, on peut placer les super pouvoirs à Superman pendant qu'il est une bonne personne. Mais tu sais, le jour où ce que Superman vire mal, ben tu sais, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Fait que tu sais, on peut quand même faire un peu l'avocat du diable, puis penser ça quand même là, du Dr. Cruz. Mais à quelque part, ça reste que j'ai pas vraiment de pitié pour le Dr. Cruz quand il va mourir un peu plus loin. Fait que Tina, elle va avoir naturellement là, être revenue là, dans la maison de son enfance, puis tout ça va la remettre un peu dans l'ambiance, puis elle va avoir comme encore les sentiments de son père qui ses remords qui vont refaire surface. Fait qu'elle va se ramasser sur le bord du lac, puis elle va faire ressusciter accidentellement Jason qui était dans le fond du lac. Là, c'est là qu'il faut parler du look de Jason. La colonne vertébrale, tout le look de Jason quand il sort de l'eau. Je veux dire, c'est un look qui contraste vraiment avec toutes les apparences de Jason qu'on a eu avant. Mais tu sais, je trouve que ça va tellement bien avec tout ce qu'on a de Jason. Puis, tu sais, quand on se dit ça dans le dernier film, tu sais, qui était dans sa tombe pendant plusieurs années, puis en train de décomposer. Finalement, il ressort de là, puis son linge est encore tout bien intact. Il y a à peu près rien qui peut montrer là, qu'il a décomposé pendant plusieurs années. Ben, là, il était dans le fond de l'eau pendant plus de 5 ans, peut-être au moins, minimum, là, peut-être même une dizaine d'années. Puis, tu sais, je veux dire, là, ça paraît plus. Il reste plus grand chair sur le corps. Normalement, lui, il devrait plus rester du tout absolument rien. Là, il devrait plus avoir de cerveau pour faire fonctionner. Mais en tout cas, je veux dire, ça, il faut pas y penser. Mais son apparence qu'il a, je veux dire, c'est certainement, là, probablement là, la meilleure apparence qu'il y a eu là, depuis le premier film. Faut pas se mêler avec ce que je dis. Question apparence. Et question là, d'acteur, puis de manière là, d'agir là, de l'acteur. J'aime toujours peut-être un peu plus l'acteur qui a fait Jason là, dans le 4e film, là, Ted White. J'aime beaucoup le côté agressif qu'il y a dans le 4e film. Puis je suis peut-être pas à 100% fan de qu'est-ce que Kane Hodder va nous présenter là, dans ces 4 films. Je veux dire, c'est quand même respectable. Je veux dire, il va avoir donné un langage corporel qui va être propre au personnage de Jason. Mais il est fonctionnel quand même là, pour le Jason qu'on a. Mais je pense qu'il va peut-être plus se peaufiner là, dans les prochains films. Mais je suis pas en train de dire du tout le caler là, que je veux dire, j'aime pas le Jason dans la totalité, puis qu'est-ce que Kane Hodder apporte au personnage. Je vais juste dire que quelque part j'aime mieux qu'est-ce qu'on a vu dans le 4e film, puis peut-être même là, dans le 2 et le 3. Mais c'est quand même un très bon effort là. Fait que là, on va se ramasser genre à 5000 de là. À comprendre exactement pourquoi qu'on a. Ben, c'est peut-être plus que 5000 parce qu'on s'entend que si on a un panneau qui est marqué Crystal Lake dans 5000, ben, que c'est pas exactement tout de suite à cet endroit-là. T'sais. Fait qu'on est peut-être à 10 km de là, ou ben, je veux dire 10 000 de là. On va avoir le personnage de Michael et Jane, sa blonde, qui vont être tombés en panne. Eux autres, dans le fond, ils s'en vont. Supposément, ils pensent que. Ben, Michael pense qu'il est tout seul. Dans le fond, c'est. J'ai pas encore parlé là, de la maison d'à côté qui est comme un party de fête là, qui prépare pour avoir Michael qui est sa fête. Là, puis en tout cas, ils veulent faire ils lui faire une surprise. Puis il tombe en panne, puis c'est ça, on voit le panneau 5000. Puis c'est là qu'on va avoir notre premier meurtre là, à 20 minutes. Il y a des choses là-dedans qui vont être quand même pas mal clichés. Je veux dire, juste pas mettre les deux personnages ensemble, là, mais tu es carrément dans le bois, tu vas piquer dans le bois,
c'est ça un petit peu, j'ai de la misère à croire. T'sais, il fait noir, tu vas piquer dans le bois, je sais pas pourquoi exactement. Je comprends que Michael, là, quelque part, il va devoir uriner, mais il va même demander à sa blonde, attends-moi ici, je vais partir à 2 minutes 17 pour aller pisser, puis je veux dire, à quelque part, t'es dans le bois, quelque part, là, puis je comprends qu'on peut avoir quand même une certaine pudeur, là, mais t'es dans le bois, quelque part, là, puis d'un que je comprends pas pourquoi ils sont dans le bois, là, mais c'est ça, juste qui part, mais que, fait juste pisser à côté, là, ça sera pas la fin du monde. Mais en bout de ligne, il a l'air à partir tellement loin, puis que dans le plan après, ils ont l'air d'être quasiment à côté. Il y a juste avec un peu une chose que je trouve que géographiquement là, ça marche pas tout à fait. Là, parce que Jason, il va attaquer Jane, puis qu'il va y piquer comme un genre de pic à tente, je sais pas trop, là, quelque chose qu'on pique dans le sol. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai un peu déduit, là, c'était quoi, là, ces pics-là. Parce que je me posais la question, un peu plus tard, on va revoir que Dr. Cruz va avoir la même affaire, puis je me dis, bon, ben, si ça l'apparaît dans un rêve, puis dans une hallucination que Tina va avoir, puis que Jason va décider de le piquer dans un mur pour aucune raison, puis le Dr. Cruz va l'avoir ramassé. Puis en même temps, ben, ça va être encore piqué ça va être dans le bois aussi, tout ça. Je me dis, c'est quoi un peu pourquoi qu'on a ça un peu partout, pourquoi qu'on a 2 fois la même affaire. Ben, je me dis, ça aurait du sens, puis ça a l'air de ça, quelque chose qu'on pique dans le sol, qui soutient une tente. Puis c'est sûr, eux autres sont équipés avec pour faire du camping. Là, fait que je me dis, ça doit être ça au final. Là. En tout cas, si maintenant c'est pas ça, ben gênez-vous pas de commenter sur le podcast puis me dire c'est quoi les petites bidules que Jason va tuer avec. Peut-être dans le fond, le premier meurtre de Jane va être quand même un petit peu maussade. C'est des genres de choses qu'on a vues. Mais je reste que j'aime quand même l'atmosphère. Je veux dire, c'est un peu claustrophobe. Puis, on sent que, je veux dire, ils sont tout seuls dans le bois. Puis c'est toujours ce que j'aime un peu là, dans cette série-là. C'est toujours le sentiment là, qu'ils se sentent tout seuls, puis que Jason est là pour prendre toute la place. Puis même après, Michael qui aussi va se faire poignarder dans le dos. Puis c'est un petit peu sadique, là. Mais c'est comme un peu... c'est correct. Je veux dire, dans le fond, juste comme pour premier meurtre, on a quelque chose. Puis on va partir de cette base-là, puis on va essayer d'en mettre un petit peu plus à chaque meurtre. Pendant que les autres étaient en train de marcher dans une scène coupée, ben, on avait vu un couple passer à côté d'eux autres en voiture, puis que finalement ils se sont pas arrêtés. Qui fait que ce matin, vous avez remarqué un peu plus loin, il y a une scène où Tina se promène en voiture, puis on voit une voiture qui est stationnée sur le bord de la route. Je crois que c'est leur voiture. On va voir un couple qui, eux autres, vont faire vraiment du camping. Puis que c'est comme, dans le fond, juste 2 meurtres gratuits. On avait vu ça un petit peu là, dans le dernier film aussi, juste des meurtres dans le nulle part. Ça avait pas mal commencé, dans le fond, avec Vendredi 13-5, où on avait aussi du monde qui était tombé en panne. Puis, je veux dire, on faisait juste rajouter des meurtres qui sortaient de nulle part, puis des personnages qu'on voit juste pour une scène. La scène coupée en soi, j'aurais peut-être aimé ça, qu'on la garde juste pour le fait de garder nos 2 personnages, tu sais, qu'on ait un petit peu un lien, là, puis qu'on se dit pas, hey, ils viennent de nulle part, eux autres, puis ils ont comme pas rapport. Puis là, ben, c'est ça, on voit en même temps que c'est un petit peu là, des cons, un peu, là, tu sais, dans le fond, qu'ils voient qu'il y a du monde là, qui sont en panne la nuit, puis qu'ils passent carrément à côté d'eux autres. Fait que, d'un côté, on va peut-être justifier leur mort. Le gars, Dan, il va être en train de couper du bois pour le feu, puis Jason va arriver en arrière, puis il va passer son bras carrément au travers de lui, tout ça. Je veux dire, j'aime quand même beaucoup ce meurtre-là. Je trouve que, tu sais, on vient de monter tout de suite un cran là, du meurtre qu'on avait avant. Puis, sa blonde, que j'ai pas de nom, elle va être couchée là, dans la tente, dans son sac à couchage, puis Jason va aller la ramasser, puis la frapper contre un arbre. Quelque chose de quand même assez brutal, quelque chose qui était encore coupé. Mais honnêtement, je trouve que le produit final, ça a été coupé parce qu'il était supposé de la frapper contre l'arbre peut-être 5-6 fois, puis finalement, on a gardé juste une fois. Puis je trouve que c'est beaucoup plus
ça a plus d'impact. Dans le fond, c'est juste un coup. Puis si maintenant on aurait mis plusieurs coups, ben, je trouve que même quand on regarde dans les séquences coupées, la manière que c'est monté, c'est sûr que ça aurait probablement été un peu retravaillé là, avec des effets spéciaux, tout ça, des effets sonores, que ça aurait rajouté un petit peu d'impact. Mais je trouve que ça montre juste un peu que Jason, il est quand même assez fort. Je veux dire, c'est un coup, puis je veux dire, ça donne le coup, puis il est raide morte là. C'est encore, je veux dire, c'est un double meurtre, deux meurtres qui suivent assez rapide, puis que je trouve qu'ils sont très efficaces. Ça vient de monter vraiment là, le cran là, du genre de meurtre qu'on a dans ce film-là. Fait que pendant ce temps-là, ben on a Nick, un personnage qui est de l'autre bord, qu'il avait comme aidé Tina, pendant qu'elle est arrivée, elle avait échappé sa valise, puis après ça, ben, il y avait eu comme un malaise qu'il avait genre ramassé ses bobettes, tout ça, en tout cas. Fait que, il trouve, ça donne comme une excuse là, de revenir, parce que dans le fond, il y avait comme pour redonner un gilet, puis il va l'avoir lavé avant d'y remettre, fait que c'est comme, il donne une excuse là, d'aller chez elle, puis comme de l'inviter là, au party qu'il y a l'autre bord, parce que lui, dans le fond, ça a l'air qu'il n'y a personne pour parler avec, il doit être dans son coin, puis on le voit vraiment comme pas parler avec personne d'autre du tout là, pendant tout le film. Il connaît le restant du monde, mais dans le fond, c'est ça, il parle à personne. Fait que lui, il a plus juste des yeux pour Tina. Fait qu'il se ramasse chez elle, puis finalement, ben, c'est ça, il l'invite à venir de l'autre bord. C'est là que, je veux dire, on avait vu quelques personnages un peu plus tôt. On avait vu comme le personnage de Melissa, qu'on voyait qu'elle avait peut-être un œil sur Nick. Mais tu sais, en tout cas, c'est juste comme pour voir un peu là, la relation, comment que elle plutôt là, ça grossit tout le long du film, puis que dans le fond que ça va l'opposer à Tina tout le long du film. On va avoir aussi pas mal toute l'introduction là, de tous les autres personnages là, qu'on a dans cette maison là, qu'on va pas mal appeler nos victimes, parce que pas mal tout le monde qui est dans cette maison là va mourir d'ici la fin du film. Puis pendant qu'elle est là, ben c'est ça, elle va avoir comme une vision là, de Jason qui tue le personnage de Michael. Fait que dans le fond, elle va comme partir en panique un peu, puis elle va aller voir le Dr. Cruz. Puis ça va amener aussi à la scène où dans le fond, il va avoir le pic qui va avoir été installé dans le mur. Pourquoi que Jason va avoir installé le pic, comme j'ai dit tantôt, je sais vraiment pas pourquoi il va avoir mis ça dans le mur. Mais je vais quand même mettre une petite idée dans l'air de même. Je crois qu'il y a vraiment comme un lien avec Tina. Je veux dire, tu sais, à chaque fois que Jason va se ramasser en face de Tina vers la fin du film, il va jamais comme vraiment sauter dessus pour aller la tuer, comme que des fois il fait avec d'autres personnages. Il va pas comme un petit peu jouer avec elle. Mais d'un côté, je pense que Jason va être comme un peu fasciné, ou il va comme pas comprendre qu'est-ce qu'il y a avec le personnage de Tina. Ça va être comme aussi la raison pourquoi que quand il sort de l'eau, il va peut-être voir Tina sur le quai, mais à quelque part, ben, il va pas la tuer. Je veux dire, il y a quelque chose qui fait qu'il va pas la tuer, puis que je sais pas, je suis en train de voir quelque chose que je vois dans ma tête à quelque part qui n'est probablement pas là, puis que j'ai jamais vraiment lu. Je veux dire, j'ai vu aucune affaire qui peut parler de ça, puis quelque chose qu'on voulait supposer, mais honnêtement, je veux dire quelque chose dans la globalité que j'ai comme tout le temps vu. Je pense qu'il y a un genre de lien. Je sais pas si Jason veut pas la tuer, quelque chose de même. On n'aura pas ces réponses-là, quelque part. Puis je suis pas en train de dire que Jason pourrait tomber en amour avec Tina, mais à quelque part, on dirait que Jason veut pas la tuer. Mais c'est ça, en revenant avec le pic qui est rentré dans le mur, ben quelque part, d'après moi, juste avoir le pic puis avoir Jason qui est pas loin, ben peut-être va avoir enclenché cette vision-là qu'elle a eue, puis tu sais, juste avec la proximité, tout ça. Je pense qu'il y a un lien qui est fait puisque elle a comme réveillé ou ressuscité Jason. Fait que là-dedans, on est supposé de voir aussi là, le lendemain matin, quand Michael se pointe pas, tout ça, ben on est supposé quand même de voir là, que la relation entre Nick et Tina, il commence à avoir un peu là, d'amélioration, si on veut. Tu sais, dans les scènes coupées, on peut voir qu'elle va le repousser comme tout, puis finalement, ben ça va terminer là, par la scène qu'on voit là, où Nick est en train de tirer des cailloux, puis finalement, ben, tout comme s'emboîte tranquillement. Là.
Mais tu sais, dans la scène supprimée, je sais pas si, mettons, tu sais, une fois qu'elle repousse, puis là, ben, quelque part, il va arriver, il dit, ouais, mais t'as un beau derrière, puis elle va se retourner de bord, puis là, ben, ça va mener avec la scène qu'on a déjà. Je sais pas si c'est quelque chose qui va attirer une fille, quelque part, pour dire qu'elle a un beau derrière, puis que quelque part, ça va dire, ah, ben, j'ai un beau derrière, ben, c'est bon, tu sais, je vais t'écouter, dire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vois en moi pour pouvoir me parler, tu sais. Fait que cette scène-là aussi amène à ce que Melissa, elle les espionne, puis quelque part, ben, elle veut comme monter Tina contre, ou plutôt monter Nick contre Tina, quelque part, ben, elle veut comme faire du conflit, ou en tout cas, juste jouer dans le tête, puis tout ça, puis pour montrer qu'elle est un peu jalouse. Fait que, il y a même Tina, une fois qu'elle va retourner là, dans la maison sans Nick, elle va chercher Nick, puis elle va aller voir le personnage de Eddie, puis elle va y mettre son gilet ou son manteau à l'envers, puis finalement, ben, dans le fond, c'est comme pour représenter une camisole de force, là, je veux dire, c'est comme pour rire d'elle. C'est vraiment de mauvais goût, là, il faut voir aussi que le personnage de Melissa, c'est pas une très bonne fille, puis dans le fond, un peu comme le Dr. Cruz, ben, on veut comme détester ce personnage-là. Puis c'est ça, ben, Tina, ben, elle va utiliser un peu ses pouvoirs télékinésiques pour pouvoir casser le collier qu'elle a autour du cou. Puis c'était comme à partir de là où tout va comme s'enchaîner par la suite. Ben, elle va retourner voir le Dr. Cruz. Puis que ça va comme enchaîner que bon, ben, ils vont voir partir de la maison, mais que Mme Shepard, elle va checker dans les affaires au Dr. Cruz, puis que finalement Tina, ben, elle va se sauver de la maison, puis que elle va voir la vision de sa mère là, qui est en train de se faire tuer par Jason, puis elle va se perdre dans le bois. Chose intéressante que j'ai appris là, en écoutant le commentaire du réalisateur, ben, le réalisateur, lui, avait peut-être une idée là, au lieu d'avoir la mère à Tina qui se faisait tuer par Jason au milieu de la rue, ben il y avait peut-être l'idée là, de ramener Jason en enfant et amener qu'il tienne la tête à sa mère. Je trouve que ça aurait été comme un clin d'œil. Je veux dire, au premier film, je pense que ça aurait comme un peu bouclé un peu là, toute l'histoire, parce qu'on est rendu tellement loin dans l'histoire qu'on voit quasiment plus de lien avec le premier film. Puis je trouve juste au moins peut-être pour ramener un petit clin d'œil de même, je trouve que ça aurait été le fun. Ça aurait peut-être pas eu de lien à quelque part plus loin quand juste pour qu'elle rentre dans le fossé à quelque part, puis là elle dit c'est sa mère, tout ça, ben, ça donne comme un peu une motivation de comment revenir en arrière, puis je veux dire, essayer d'empêcher là, que sa mère est morte, mais si on se fie au ce qu'on a vu juste avant là, avec le personnage de Michael qui s'est fait tuer, ben, dans le fond, c'était quelque chose qui s'était déjà passé, puis là, ben, c'est quelque chose qui va se passer dans le futur. Fait que, en tout cas, tout est interrelié. Là, c'est rendu que Tina, elle voit dans le futur aussi, en plus d'être reliée avec Jason, tout ça. Fait que, quelque part, je pense que juste un peu pour mettre des idées un petit peu plus cohérentes, je pense que ça aurait quand même mieux été là, de mettre le petit Jason avec la tête de sa mère. Ça aurait comme mis un lien avec Jason. Mais le fait quand même qu'elle voit sa mère en train de se faire tuer par Jason, ben, c'est ça aussi qui la motive à revenir un peu là, vers le camp. Fait qu'un peu au travers de tout ça, ben, puis même par la suite de ça, ben, on a comme tout le temps tous des petits montages de meurtres. Pas que c'est vraiment différent là, que dans le troisième et quatrième film, là, c'est même le deuxième film. C'est pas vraiment différent, c'est juste que ça a l'air d'être vraiment plus toutes des scènes isolées. On va avoir le couple de Sandra et Russell que, comme tout bon film de Vendredi 13, ben, Sandra, elle va voir sauter dans l'eau tout nu, puis je veux dire, dans le fond, c'est ça. Fait que elle va sauter à l'eau. Puis pendant qu'elle est dans l'eau, ben son chum qui est en train de se déshabiller tranquillement, ben va se faire tuer d'une hache à la face par Jason. Quand même, je trouve toujours des meurtres, je pense, avec une hache, quand même assez brutal à chaque fois que j'en vois. Puis il y en a quelques-uns là, dans le film, puis à chaque fois, là, je veux dire, je les aime tout le temps. À chaque fois que Jason sort la bonne vieille hache.
Sandra qui est dans l'eau, dans le fond, il paraît que le tournage, comparé à Vendredi 13 5, où on avait eu l'actrice là, qui était au milieu du lac dans le canot, puis qu'elle avait viré bleu quasiment, là, parce que, je veux dire, ça faisait plusieurs heures qu'il était là en train de filmer, puis que l'eau était trop froide, puis que c'est ça, je veux dire, ça avait fait des conflits sur le set, là, mais ça a l'air que tout ça a pris à peu près 1 minute à filmer. La fille a sauté dans l'eau, puis est ressortie quasiment aussi vite. Puis même, il paraît que dans l'eau, ben, il y avait peut-être un alligator qui se promenait. Je sais pas exactement si c'était très sécuritaire rendu là. Si tu sais qu'il y a un alligator qui est peut-être dans le lac, je sais pas. C'est quand même assez étrange là, comme idée là, qu'on va sauter pour aller filmer là. Je sais qu'il y avait quand même quelqu'un qui était là sur place là, pour être prêt. Là, si des fois on voit un alligator, on peut tirer dessus, tout ça, mais à quelque part, là, moi, je veux dire, on aurait bien beau me donner n'importe quel argent, à quelque part, là, je veux dire, je sauterais jamais dans un lac à savoir qu'il y a un alligator qui peut être. Il peut être n'importe où, le lac, il peut être grand comme le fleuve Saint-Laurent, j'en ai rien à foutre. C'est clair que je ne vais pas dans un lac où il y a un alligator dedans. Puis ça, ben, surtout quand c'est la nuit. Fait que elle, je trouve ça un petit peu plate comme meurtre quelque part. Je trouve ça quand même assez drabe. Je veux dire, elle, dans le fond, elle va juste comme se faire tirer dans le fond de l'eau, tout ça. Fait que je veux dire, c'est bien la fun de l'avoir là dans le lac quelque part, mais je veux dire, je trouve que ça finit très abruptement. Puis le meurtre de son chum, par contre, je veux dire, il valait la scène. Dans les scènes là, qu'on avait vues là, au party, si on veut, là, un peu plus tôt, ben, on avait vu qu'il y avait le personnage de Maddie et Robin qui étaient des amis, mais qu'en bout de ligne, là, il y avait comme des yeux là, sur un gars là, qui s'appelle David. Puis Robin, elle, une fois que, tu sais, ben, dans le fond, elle va y aller un petit peu plus agressivement là, sur David. Là. Puis, tu sais, elle va même dire à Maddie, regarde, t'as-tu vu, là, tu sais, c'est clair qu'il sera pas intéressé par toi. Fait que le personnage de Maddie, elle va... en guillemets, se retaper à quelque part, tu sais, je veux dire, elle va aller se maquiller à quelque part, puis elle va enlever ses lunettes, tout ça. Puis finalement, ben, elle va sortir dehors, puis, je veux dire, c'est une scène qui n'aura pas vraiment de sens, parce que, à quelque part, c'est une scène qui a été coupée. Initialement, ben, tu sais, elle devait comme se rendre dans le cabanon puis trouver David et Robin en train de se bécoter puis en train de fumer. Puis après ça, ben, Jason serait rentré là, dans le cabanon une fois qu'il aurait quitté. Puis dans le fond, il serait chicané un petit peu là. Robin aurait encore insulté Maddie, puis finalement dire qu'il n'y avait rien. Là. En tout cas, peu importe. J'aurais pas mal mieux aimé garder cette scène-là. Je trouve que ça aurait plus de sens. Que là, Maddie, elle sort dehors, puis là, tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle a perdu sa boucle d'oreille, puis là, qu'elle retrouve sa boucle d'oreille dans le sol de même. Puis qu'après ça, il y a des corps qui tombent un peu partout. Je dis, ça a comme aucun sens. Là. Je trouve ça un petit peu ridicule. Puis après ça, ben, tout d'un coup, elle s'en va vers un cabanon. Je comprends pas tout à fait là, dans la manière que la scène est montée, pourquoi qu'elle se ramasse dehors, puis pourquoi qu'elle crie David comme s'il l'attendait dehors, tout ça, quand tantôt il était en dedans dans la maison. Fait que je trouve que c'est un petit peu niaiseux. Fait que c'est ça, comme j'ai dit, ça revient quand même au même point. Où est-ce qu'on se ramasse dans un cabanon, puis que finalement, ben, c'est ça, elle se ramasse se planter sur un mur, puis Jason, ben, il va défoncer les murs pour la ramasser. Pour cet effet-là, à quelque part, je trouve que on peut le voir vraiment venir à l'avance, mais je trouve que ça, comme j'ai dit aussi, ça aurait plus de sens qu'elle aille dans le cabanon par rapport qu'elle est déjà là, qu'elle a trouvé les deux autres, puis que Jason rentre par la suite. Je trouve que ça a plus de sens à quelque part. Pourquoi qu'elle s'en va dans le cabanon à partir de là? Je veux dire, dans le fond, il rentre puis il est emprisonné là. C'est très nono. Puis le fait que c'est tellement nono que je trouve que j'en perds quasiment tout l'intérêt rendu là. Fait que juste, c'est une coupure qui était non nécessaire, puis qu'on a changé un peu la manière que ça se déroule, qui fait que j'apprécie moins le meurtre. On a un autre couple, Ben et Kate, qu'eux autres sont en train de baiser là, dans une camionnette. Qu'un peu plus tôt, ben, on avait le couple de tantôt, là, Sandra et Russell, qui baisaient dans la même camionnette, mais c'est ça, là, c'est eux autres qui baisent.
Eux autres, c'est un couple là, qui sont comme reformés ou sont en tout cas, que ça marche pas tout à fait. Là. Puis on essaie de mettre un peu de drame là-dedans, mais je trouve que c'est comme un peu n'importe quoi. Là. On comprend même pas ce qui se passe, puis on essaie de mettre de la profondeur à ces personnages, mais il n'y a absolument rien là, en bout de ligne. Là, le personnage de Ben, il a pas dit qu'il était à telle place ou quelque chose de même, puis que finalement, ben, c'est ça. En tout cas, elle a bout, puis tout ça, puis finalement, ben, ça a comme pas rapport. Là. Il y a encore un meurtre, les deux meurtres ont été coupés au montage. Il y a le personnage de Ben qui devait se faire écraser la tête carrément. Peut-être que quand on regarde les scènes coupées, il se fait vraiment comme trop écraser la tête. Il fallait peut-être pas tout voir, mais je veux dire, en voir une partie un peu plus de qu'est-ce qu'on voit. On voit juste un petit peu de sang qui apparaît sur le bord de la face. Je veux dire, quelque part, juste en voir un petit peu plus, ça aurait été quand même un peu plus... ça aurait été quand même assez cool. Peut-être pas tout au complet, je trouve que ça aurait été trop par rapport, là. Ça aurait été ridicule. Mais il va se faire écraser la tête, qui est quand même un bon meurtre. Là. Je veux dire, je l'aime quand même. Là. Des fois aussi, qu'est-ce qu'on voit pas et qui se passe dans la tête, c'est toujours quand même assez bien. Là. C'est des fois mieux que qu'est-ce qu'on voit à l'écran. Puis c'est ça, c'est sûr que c'était quand même assez bien, là, qu'est-ce qu'on voyait à l'écran. Mais malheureusement, ben, on le voit là, dans une copie VHS toute distorsionnée, quelque part, que oui, ça aurait été quand même assez cool. Mais peut-être pas toute la scène au complet. À quelque part, je pense que ça aurait devenu un petit peu ridicule, puis on aurait plus ri que d'autres choses. Puis sa blonde Kate qui se fait renforcer une petite trompette de party dans l'œil. La seule bout qu'on ne voit pas, c'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé suite à ça, que la tête, je veux dire, à lâche. Là. Pas qu'elle tombe, pas qu'elle est sectionnée. Qu'on voit bien là, que la trompette est installée dans son œil, tout ça. C'est quand même un meurtre qui est un petit peu comme bien bouclé par le fait que la trompette elle va refaire un son une fois qu'il va y rentrer dans la figure. Fait qu'encore une fois, je veux dire, c'est deux bons meurtres quand même. Peut-être pas au même niveau là, que le Dan un peu plus tôt là, qui s'est fait défoncer le dos, puis sa blonde qui s'est fait ramasser par le sac de couchage. Mais je veux dire, c'est quand même deux mortes qui sont quand même assez solides. Après ça, on a le fameux David qui se faisait courir par le personnage de Robin et de Maddie, que lui, après avoir baisé avec Robin, va se ramasser là, dans la cuisine de la maison, puis Jason va arriver en arrière pour y mettre tout simplement un couteau dans le ventre. Je veux dire, c'est probablement le meurtre vraiment le plus drabe du film. Il y avait le personnage de Jane que j'avais trouvé un petit peu ordinaire, mais je veux dire, celui-là est vraiment là, très ordinaire là, comparé à tout ce qu'on a vu là, dernièrement. Sauf que cette scène-là, j'aime toujours depuis quelques visionnements. Là. Je dois avoir vu à peu près ce film-là là, au moins 25 fois, certains. Puis ça doit être peut-être là, les 3-4 dernières fois que j'ai réussi à remarquer ça. Jason qui est caché dans le fond ou dans le coin de la salle. C'est le genre de choses que tu remarques peut-être pas la première fois, ou dans mon cas, les 20 premières fois, tu le remarques pas. C'est sûr que moi, j'avais une copie bêta quand j'étais jeune, fait que l'image sur une genre de télé, le 13 pouces, je veux dire, ça donne pas vraiment là, la chance de voir tous ces détails-là. Mais cette scène-là, c'est pas le meurtre qui gagne la scène, c'est Jason qui est caché dans le coin, puis qu'il est vraiment difficile à voir, puis comme je dis, peut-être ça m'a pris au-dessus de 20 fois pour voir qu'il était dans le coin de la salle, puis que ça m'épate quand même. Ça fait un meurtre qui est un petit peu plus... j'ai plus l'impression d'écouter un film d'Halloween pour cette scène-là. Puis même Jason, il va tuer juste avec un couteau de cuisine, qui est plus peut-être en guillemets l'arme de choix de Michael Myers. Fait que, en tout cas, je trouve que c'est quasiment une scène qui est plus hommage à Halloween, que je vais répéter. John Carl Buechler venait juste de travailler là, pour des effets sur le film de Halloween 4. On va avoir le personnage d'Eddie aussi, que lui, Melissa l'avait approché pour... peut-être comme pour créer de la jalousie avec Nick, puis finalement, elle va l'avoir repoussé là, quand il va se ramasser au lit, mais elle va dire, je veux dire, je t'utilisais, puis fous le camp rendu là. Fait que lui, il va être comme en train de déballer les cadeaux à Michael, puis finalement, Jason va arriver en arrière de lui.
puis il va y foutre sa machette dans le cou. Un peu drabe, mais c'est quand même efficace la manière que c'est fait. Je veux dire, j'aime quand même un peu ce meurtre-là. Je veux dire, c'est du basse gamme. Mais c'est toujours mieux que le couteau dans le ventre dans le ventre de David, là, le meurtre précédent. Mais c'est ça, c'est quand même de base. Mais, tu sais, je me dis, Jason va avoir donné un coup de machette dans le cou. Mais tu sais, dans la scène après, ben tu sais, il y a Robin qui est une scène qui a été refilmée, comme j'ai parlé tantôt. Je veux dire, on va avoir utilisé là, la scène là, ou l'endroit qu'on a filmé vendredi 13-4. Puis Robin, ben tu sais, elle, dans le fond, elle va chercher David dans une autre des chambres, puis que finalement, ben Jason va se pointer une fois qu'elle va avoir trouvé la tête à David. Puis, tu sais, David a été tué avec un couteau dans le ventre, mais Eddie a été tué avec une machette au cou. Je me dis, à quelque part, ça marche quasiment pas. À quelque part, David aurait dû avoir la machette dans le cou, puis, tu sais, en bout de ligne, ça l'a coupé la tête. Puis, tu sais, je veux dire, ça aurait un petit peu plus de sens à quelque part. Puis pourquoi est-ce que Jason a coupé la tête de lui, puis il savait que c'est, je veux dire, c'était le chum de elle, là, en guillemets, là, tu sais, du coup. Fait que je trouve que quand même, comme meurtre, ça rappelle beaucoup, justement, Vendredi 13-4, où on va tirer Robin par la fenêtre. Mais je sais pas pourquoi qu'on n'a pas fait un amalgame des deux scènes. Encore une scène qui a été coupée initialement, ben elle devait juste comme se faire tuer au couteau. Puis dans la chambre, dans le fond, elle devait pas sortir de la chambre. Elle devait utiliser la flashlight que David lui a donnée, puis finalement, ben, elle la garde un peu dans la chambre. Quand Jason va ouvrir la porte, ça va rappeler un petit peu peut-être un film d'Halloween, quelque part, mais en tout cas, Jason va ouvrir la porte, puis elle, avec sa flashlight, elle va allumer la face à David qui a été coupé. Dans le fond, il y a sa tête dans la main de Jason. Puis finalement, ben, Jason va rentrer dans la chambre puis il va la tuer là. Mais à quelque part, je sais pas pourquoi qu'on n'a pas essayé de faire un montage puis juste comme faire que Jason rentre dans la chambre puis après ça, il la tire par la fenêtre au lieu de la tuer au couteau. Là, je sais pas, à quelque part, je trouve que ça aurait fait vraiment un meurtre beaucoup plus solide. Parce que j'aime quand même l'entrée, là, la manière que c'est fait. Je veux dire, ça vient un peu... c'est inattendu rendu là, qu'on voit la tête à David, là, et tout ça. Puis de l'autre côté, ben, j'aime quand même qui la tire par la fenêtre. Ça fait quand même un petit peu brutal. Mais c'est ça, je veux dire, je trouve que c'est un petit peu cliché aussi avec le chat qui est dans le garde-robe tout ça, puis rendu là, c'est comme éternel comme scène, puis je trippe pas bien sur le meurtre. C'est correct pour la fenêtre, mais à part de ça, je trippe pas bien. Surtout que, tu sais, à force de le revoir, on voit tout le temps là, la tête de David là, qui est sur le bord de la fenêtre. C'est comme, on dirait qu'une fois que tu l'as vu, tu peux plus le voir, là, tu peux plus ne plus le voir. Fait que je trouve que cette scène-là, elle perd beaucoup de plus en plus là, d'impact à chaque fois que je la vois. Fait que Nick, lui, il va retrouver Tina dans les bois. Je sais pas exactement, là. Tu sais, genre en train de courir là, au travers des arbres, puis quelque part, Nick se pointe là. Tu sais, en tout cas, c'est un petit peu un peu ridicule comme idée, là, mais en même temps, faut croire que ça doit être très linéaire, il doit avoir un chemin ou quelque chose de même, là, un chemin non visible, parce que je veux dire, c'est clair qu'il n'y a pas de chemin à terre, mais tout le monde passe par les mêmes places, parce qu'il va y avoir même le corps de Michael qu'on va trouver là, carrément au milieu du bois, puis on va le trouver qui est juste comme coincé dans un petit arbuste, là. Fait qu'ils vont retourner à la maison, puis là, ben, il va y avoir des articles sur Jason, puis en tout cas, ça va comme tout se placer là, dans la tête à Tina, puis elle va savoir c'est qui Jason, que c'est lui qu'elle a remis à la vie. Là. Fait que pendant ce temps-là, ben, il y a Mme Shepard et le Dr. Cruz, qu'eux autres aussi sont partis à la recherche de Tina, sont en voiture. Puis c'est ça, eux autres sont rendus à pied parce que il va avoir vu que la voiture à Tina était garée sur le côté. Puis ben, elle était pas garée sur le côté, dans le fond, elle était garée carrément là, dans le champ. Fait qu'ils sont partis à pied pour courir après Tina puis la trouver. Puis bien sûr, ben Jason il était un peu partout là, dans ce film-là. Je veux dire, il est à 10 km du camp, puis il revient au camp, puis il repart, puis il revient, puis il repart, puis il revient, puis il repart, puis il revient. C'est pas plus différent là, que dans les autres films. C'est juste que des fois, quand on y pense encore une fois, ben c'est quelque chose qu'on n'a pas corrigé ou qu'on voulait peut-être faire un hommage, qui sait.
Fait que Jason les rattrape, puis il va voir le Dr. Cruz que dans le fond, il va utiliser Madame Shepard quasiment comme bouclier à quelque part, puis Jason va avoir comme une genre de faux avec un pic ou je sais pas trop exactement c'est quoi, une genre de lance où il va tuer la mère à Tina. Je trouve que c'est fait plus ou moins je veux dire c'est comme assez drabe encore une fois, je veux dire il y a comme pas d'impact à quelque part, c'est plus l'idée à quelque part que finalement là, elle va mourir, puis si mettons on s'en remet à Vendredi 13-4, ben tu sais la mère de nos personnages principaux, ben elle, on n'avait jamais vu sa mort. Fait que le fait qu'on voit la mort là, d'une mère là, dans ce genre de film-là, ben oui, on avait le père, le shérif, là, le dernier film, tout ça. Mais je trouve que ça me fait penser un peu là, quelque chose qu'on n'a pas vu dans le Vendredi 13-4 et qu'on a décidé qu'on mettait là, à l'avant-plan dans ce film-là. Puis finalement, ben, on a le Dr. Cruz, là, il est un meurtre que je trouve qui a vraiment beaucoup d'impact en plus parce qu'on n'aime pas vraiment le personnage. Mais c'est ça, tu sais, que Jason, ça a l'air que c'est Kane Hodder qui a trouvé la fameuse scie en question. C'est tout simplement une genre de scie circulaire que finalement qui est comme qui a de l'air plus d'un fouet. C'est quand même assez irrégulier, là. C'est pas un genre de chose que j'ai vu ailleurs. Je pense que c'est la seule fois que j'ai vu cet outil-là quelque part. Puis finalement, ben, c'est ça, il va éventrer le Dr. Cruz. Je veux dire, si mettons on écoute la version les suppléments, là, on peut voir que il y en avait encore plus. Là, on pouvait voir même les intestins sortir et tout ça. C'est très, dans le fond, plaisant de voir ça, là, sachant là, que c'est le Dr. Cruz, c'est un enfoiré. Mais si on a vu Weekend chez Bernie, ben on sait que éventuellement le personnage doit mourir. Fait que la suite dans Weekend chez Bernie. Fait que on se ramasse au combat final pas mal. Là, on a Tina puis Jason. Comme je disais tantôt, on dirait que Jason est comme tout le temps. Il veut pas tuer Tina. Il fait juste comme rester planté là. Puis Tina, ben, elle fait ce qu'elle veut avec Jason. Ça commence par elle voit Jason au bout de la rue. Puis elle va faire descendre des câbles électriques puis faire électrifier Jason. Puis ça va se poursuivre. Ils vont se rendre dans la maison de Tina. Puis, tu sais, je veux dire, on va juste voir un peu les pouvoirs télékinésiques de Tina, puis qu'elle a bougé des tables, des divans, puis tout ça, tu sais. Puis ben Jason va comme rester planté là. Je veux dire, il y a des fois qu'il pourrait juste prendre 3 pas, puis sauter sur elle, puis l'étrangler, n'importe quoi, mais il le fait pas. Fait que c'est pour ça, des fois, je me dis, il faut que je complète ça dans ma tête comme raison pourquoi il fait pas ça. Je pense qu'il y a comme un lien, puis à quelque part, je pense qu'il veut pas la tuer. Quelque part, je pense qu'il y a peut-être même un lien qu'il la garde, qu'elle reste vivante parce que lui, parce qu'elle est là. Je sais pas. Je remplis ça comme ça là, dans ma tête. Il va avoir quand même le plan où elle va sortir de la maison, puis Jason va la suivre, puis elle va faire tomber là, tout le toit de la galerie sur la tête à Jason. À chaque fois que je la regarde, je trouve ça quand même assez spectaculaire parce que je me dis, ça doit vraiment faire mal. Puis même, j'ai vraiment mes doutes que quelque part ça doit être en forme ou quelque chose de même. J'écoute les commentaires là, de Kane Hodder qui lui il va dire qu'il a vraiment eu le toit qui a tombé dessus, mais d'après moi là, je peux quasiment pas croire que c'est vraiment là, tout un toit solide de quelque part. Je veux dire, il doit avoir du foam ou des affaires de même là-dedans parce que quelque part je pense qu'il serait vraiment écrasé là. Il va dire qu'il a vraiment été écrasé tout ça. Je pense que c'est plus une question qu'il va essayer là, je veux dire, juste une question d'orgueil là, puis de montrer qu'il est bon ou quelque chose de même là, parce que j'ai vraiment de la misère à croire qu'il y a vraiment tout ça qui a tombé dessus là, puis qui est encore en train de marcher encore à ce jour. Fait que naturellement c'est pas ça qui va le tuer. Tina va retourner là, dans la maison à retrouver Nick. Puis pourquoi est-ce que Melissa s'est ramassée dans cette maison-là, tout à fait? Ça a comme pas rapport tout à fait à chercher quelqu'un ou je sais pas trop quoi. Là, elle s'est ramassée là, dans la maison chez Tina.
il y a Jason qui va se pointer là quand elle va ouvrir la porte, qui va ramener encore un meurtre que j'aime bien en une question là, d'une hache à la face. C'est un peu comme le meurtre qu'on a vu tantôt, mais cette fois-là, oui, elle était tronquée un peu où on voyait très clairement là, qu'elle avait la hache implantée là, au milieu du visage. Mais à quelque part, il met la hache dans sa face, puis après ça, qu'il la garoche par-dessus le téléviseur. Je trouve que, je veux dire, c'est tellement la meilleure barre qu'elle aurait pu avoir, elle. Puis juste la garrocher comme une guenille, là, puis c'est beau, c'est fini avec toi, puis on continue, je veux dire, c'est comme ça me laisse tout le temps, je veux dire, bouche bée à chaque fois là, que je vois ce meurtre-là. Fait que, encore une fois, c'est comme Jason va se planter au milieu du salon, puis comme les empêche de passer, mais en bout de ligne, fait quelque chose, Jason, t'sais. Fait qu'ils vont réussir à comme l'esquiver, monter les marches, tout ça, puis Tina va y péter la lampe au plafond dans sa face, puis il va tomber dans l'escalier, puis en bout de ligne, ben, ça va se relever, puis encore une fois, Jason va se faire ramasser par Tina. Tina, une fois que Jason va être en train de comme tuer Nick à terre tranquillement, ben, il réussira pas, là, mais il va comme essayer de l'écraser avec son pied. On va voir la révélation de la face à Jason. Elle va comme écraser son masque sur sa face, puis le masque va péter. J'ai quand même un effet qui est quand même assez bien. Puis c'est ça, je veux dire, on va voir Jason sans masque tout le long du film. Tu sais, si on pense à ça, il y a quasiment à la fin là, du 4e film où on a eu Jason sans masque pendant peut-être à peu près 1 minute. Mais là, on va avoir comme quasiment 10 minutes avec Jason sans masque. Je trouve que ça rajoute quand même tout le temps de plus en plus. Puis l'apparence de Jason, je trouve qu'elle est quand même numéro 1, là, comme je dis depuis le début du film. Fait que elle va même vraiment ramasser Jason, elle va réussir à faire le faire comme pendre au plafond, puis finalement là, elle va comme faire creuser un trou là, dans le plancher, puis finalement Jason va se ramasser au sous-sol, puis Jason va rattraper Tina pour l'amener au sous-sol. Quand même une cascade spectaculaire là, rendu là où ce que Kane Hodder va être mis en feu pendant 40 secondes. C'était encore un record qu'on avait eu à cette époque-là. Tu sais, on a parlé aussi là, dans le podcast là, sur les griffes de la nuit. Freddy avait l'air du bonhomme Michelin à la fin du film, puis on l'avait mis en feu, puis je veux dire, on avait quand même battu un record de temps pour cette époque-là. Encore une fois, là, on se lance un peu la balle avec les mêmes idées des fois, puis on fait un petit peu plus là, dans le film d'aujourd'hui. Puis ce qui est le fun de savoir aussi, c'est que Kane Hodder était déjà brûlé corporellement. Là, je veux dire, il y a des brûlures là, qui est marqué à la vie pour ça. Puis à quelque part, il y a toujours, c'est pas sa peur de la vie. Puis à quelque part, il est prêt toujours à partir en feu puis pouvoir battre cette peur-là. Fait que finalement, ça va amener que la maison va exploser. C'est quand même assez spectaculaire la manière que la maison part en feu. Là, je veux dire, ça l'explose totalement. Là. C'est juste une petite fournaise à quelque part. Puis je veux dire, que ça l'explose de même, ça n'a pas de sens, mais c'est quand même assez spectaculaire. Fait qu'il faut supposer que peut-être que le corps à Jason a été comme projeté en dehors de la maison, à quelque part, parce que tout ce qui reste de la maison, c'est à peu près rien du tout. Puis nos deux personnages se sont ramassés sur le quai, puis c'est là un petit peu cette petite section-là, je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi. Oui, Jason qui va réapparaître, qui est tout grillé un peu, tout ça. Puis tu sais, je veux dire, j'aime quand même le look de Jason. Encore une fois, tu sais, je veux dire, là, il est vraiment tout cuit, puis tout ça. Puis tu sais, j'aime tout le maquillage qu'il y a en face, tout ça, mais il est trop lent. Tu sais, à quelque part, ça va un peu avec ce que je disais depuis le début. Il veut pas la tuer, il veut quand même garder un lien avec elle. Je sais pas s'il veut la séquestrer ou la marier. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il veut faire avec elle. Mais c'est clair qu'il veut pas la tuer parce qu'il n'y a pas de vitesse dans lui. Puis c'est là où que Tina, elle va faire encore une fois l'attentat de faire ressusciter son père. Encore une affaire qui a été tronquée quelque part. Puis qu'on devait avoir un genre de zombie père qui sort de l'eau. Puis c'est la même affaire, c'est juste qu'il y a du maquillage
témoignages là, de fantômes ou en tout cas de zombies quelque part. C'est comme il y a du monde qui meurt dans ce lac-là, mais finalement on laisse les cadavres là, tu sais, je sais pas c'est quoi. Là, je vais y aller plus avec l'idée que c'est comme son imagination qui va faire qu'ils vont ramasser Jason, mais à quelque part, je veux dire, j'ai bien de la misère à embarquer avec tout ça. Je trouve que tu sais, on voulait comme boucler la boucle du film, mais je trouve que quelque part, tu sais, ça n'a pas de sens. On devait pas avoir ça à la fin, je trouve. On aurait dû trouver une autre manière de fermer le film. Puis un peu comme que j'ai laissé savoir, ben tu sais, à quelque part, tu sais, Monsieur Shepard revient en héros, mais tu sais, je veux dire, en bout de ligne, tu sais, c'est un batteur de fans, tu sais, puis je veux dire, c'était pas la première fois que ça arrivait, tout ça. Fait que le gars, c'est un pourri, puis quelque part, ben tu sais, il faut voir que c'est un héros à la fin du film. Tu sais, j'ai un petit peu un peu de misère avec cette vision-là. Fait que on va avoir les pompiers qui vont éteindre le feu. On va avoir un caméo là, de John Carl Beekler qui va ramasser là, le masque coupé en deux là, de Jason. Puis tu sais, on dirait que tout va en accélérer à quelque part. Puis tu sais, ils vont embarquer dans une ambulance, puis le film va finir là. Tu sais, ça fait quand même un peu une fin comme Vendredi 13-3, mettons. Tu sais, je veux dire, Jason n'est plus là, puis on ferme le film, on embarque dans l'ambulance, on s'en va. Mais tu sais, il devait avoir une scène aussi qui aurait comme un peu peut-être ramené un peu le sentiment là, de Vendredi 13-3 justement, où on aurait un pêcheur sur le lac puis que finalement Jason l'aurait attaqué. On peut voir aussi cette scène supprimée là sur le Blu-ray. Je trouve que ça aurait été quand même peut-être une belle manière là, de terminer ça aussi. Mais à quelque part, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé vraiment là, à la fin de Jason? Je trouve que je sais pas. Je trouve que vraiment là, la fin ils ont passé à côté. Peu importe qu'est-ce que le réalisateur va dire. Je trouve que même le fait tout sur le quai. Ça aurait dû être autre chose qui élimine Jason. Mais en même temps, ben, je pense qu'on veut plus se casser la tête aussi de trouver une manière là, de ramener Jason. Même avec la fin initiale là, du pêcheur. Ben, je veux dire, c'est assez clair que Jason n'était pas mort. Puis on va avoir un 8e. Puis on se cassera pas la tête. Mais c'est ça, je pense qu'on veut juste plus se casser la tête, on veut juste trouver des manières faciles de ramener Jason. Mais même, je pense que si maintenant il serait mort dans la maison qui a explosé, puis on aurait trouvé une manière de montrer que Jason a explosé, quelque chose de même, je pense que j'aurais été plus satisfait de voir ça de même que voir comme tout ce qui se passe sur le quai. Honnêtement, là, j'aime bien voir Jason sans masque puis tout grillé. Mais comme idée, là, puis juste se faire juste penser au père qui sort, tout ça, puis ça n'a juste pas de sens. Puis après ça, ben, on arrive après où ce que Tina a dit, une fois que Nick se réveille, elle dit hey, Jason il est où? Ben, on s'en est occupé, puis le film finit là. Puis en plus, ben, on est laissé là, dans le générique avec le thème là, de Fred Molan. On n'a plus de musique de heavy metal qu'on avait là, dans le dernier film là, qui était par Alice Cooper. Puis, je veux dire, le générique fait comme un peu comme collé. Ça a l'air d'être collé par-dessus, quelque chose de même. C'est bizarre comme des fois que je dis là, dans les films que quelque part j'aimerais ça que la trame continue, mais je trouve que le thème principal que Fred Molan a composé pour ce film-là ne va pas avec le film. Puis que je trouve que quand le générique commence, ben je sais pas, au pire si ça aurait été le thème de plus qu'on aurait pris dans les archives. Quelque chose là, des premiers films de Harry Manfredini, je pense que j'aurais mieux été avec ça. Mais une fois que le générique commence, je veux dire, ça me laisse un petit peu avec un arrière-goût dans la bouche. Alors en conclusion, c'est un film qui essaye de comme juste prolonger la vie à Jason. Puis je veux dire, c'est clair aussi avec la finale aussi que je veux dire, on garde Jason vivant. Puis on cherche pas de manière de s'en débarrasser parce qu'on sait qu'on va ramener un 8, on va ramener un 9, un 10, un 12, un 20. C'est ça qu'on sent un peu en écoutant ce film-là.
Fait que, tu sais, c'est sûr que ça laisse un peu maussade sur le fait que, tu sais, on veut pas mettre quelque chose de définitif, surtout vers la fin, ça paraît. Ça rabaisse beaucoup le film d'un certain point. Mais pour se rendre à la fin, on a tous des meurtres que je trouve qui sont quand même assez spectaculaires. Je veux dire, il y a des fois sont simples, mais sont très efficaces. Puis en bout de ligne, ben, on écoute un vendredi 13, puis on est là pour ça. On est là pour voir des meurtres. On n'est pas là pour voir toute la complexité des personnages, puis toutes sortes d'affaires là, qui, je veux dire, comment on a tout bien monté les choses, tout ça. Ben, le montage des choses se fait par le montage des meurtres, tout ça. Mais tu sais, en fait, complexité d'histoire, tu sais, il faut s'en foutre, c'est du second plan, ça. Fait que, tu sais, pour ce que c'est un vendredi 13, ben, je trouve que c'est un verre solide quand même pour tout le visuel, tout ça. C'est vraiment pas le meilleur des vendredis 13 parce que quelque part, il y a beaucoup de personnages là-dedans, puis je veux dire, beaucoup, c'est quasiment la totalité, que je ne ressens absolument rien pour. Il y a peut-être des personnages comme le Dr. Cruz que, je veux dire, j'aime pas le personnage, mais quelque part, ça me fait quelque chose qui se fasse tuer parce qu'en bout de ligne, c'est ça que tu voulais. Pareil pour le personnage de Melissa, quelque part, je veux dire, elle méritait juste ça. Mais pour le restant des personnages, il manque un peu là, d'écriture sur les personnages pour qu'on puisse s'identifier aux personnages. C'est vraiment la grosse faute du film. Les personnages sont quand même pas mal carton. Mais, je veux dire, toute l'exécution des meurtres vaut vraiment le détour. C'est vraiment pas le meilleur des vendredis 13. Je pense que le dernier film était supérieur. Puis pas mal tous les autres que j'ai donné un verre. Là, je veux dire, 1, 2, 3, 4. Puis le 6 est probablement supérieur au film d'aujourd'hui. Mais il vaut quand même le détour. Puis après ça, ben, il y a le 5 que j'avais, je pense, coté un jaune autrefois. Mais en tout cas, ça reste quand même toujours quelque chose là, qui est quand même écoutable puis qui peut quand même bien se tenir. Puis ça, c'est quand même clôturé là, par l'apparence là, de Jason aussi, puis toute la manière là, qui a été redessinée là, pour le film. Je trouve que ça. Ben, je dis que c'est un verre solide. C'est un verre. Je veux dire, c'est pas je veux dire, c'est pas comme si tout d'un coup, là, c'est le Saint Graal là, de tous les vendredis 13 qu'on a eu. Puis c'est toutes les vendredis 13 sont ressemblés, là, ont tous été faits pour faire l'ultime vendredi 13 aujourd'hui. C'est vraiment pas ce que je dis, mais à quelque part, je pense que si, mettons, on aime les 6 films précédents qui sont déroulés avant, ben je pense que ça vaut quand même la peine de donner la chance à ce film-là, même s'il y a des affaires qu'ils font beaucoup mieux là, dans les 4 premiers films, surtout comme le développement des personnages, pour le peu qu'il y a, mais je veux dire, au moins c'est de bien s'identifier avec les personnages, puis pas les détester, parce qu'il y a beaucoup de personnages détestables, puis même toutes les couples qu'on voit au travers, là, je veux dire, il n'y a pas de personnages là, qu'on peut vraiment s'attacher après, puis on sait qu'ils sentent juste la prochaine victime numéro 307 plutôt qu'avoir un tel nom dessus puis qu'on se dit ben là je veux dire ça va me faire quelque chose quand cette personne-là va mourir, mais non, on n'a vraiment aucun attachement sur aucun des personnages. Puis en même temps, ben comme j'ai dit aussi, là, la trame sonore là, de Fred Molan, ben, est vraiment pâle en comparaison avec Harry Manfredini. Mais on utilise justement Harry Manfredini puis ses anciennes trames pour quand même peaufiner là, le côté musical là, du film. Fait que un verre, mais je veux dire peut-être juste plus vers la limite là, de qu'est-ce qui peut s'appeler verre là, pour les vendredis 13. Qu'est-ce qu'on a eu jusqu'à ce jour. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Bien sûr, la semaine prochaine, je vais revenir avec le 4e film de Les Griffes de la Nuit, qui est pas mal là, dans les mêmes temps. Que ça fait quand même une bonne couple d'années que j'ai pas vu tout ça. Puis en tout cas, on va en parler au prochain podcast. Entre-temps, n'oubliez pas de suivre mes visionnements sur Facebook et Twitter. Puis gênez-vous vraiment pas là, de commenter, peu importe l'article ou le podcast qui est sorti, gênez-vous pas de commenter. Plus on en parle, plus c'est plaisant. Fait que d'ici le prochain épisode, l'ordinateur dit bye bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.